Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est toujours Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, votre Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Cette semaine, je reçois sur Top Pot un gars incontournable, même si personne ne sait qui il est. Salut tout le monde, ça va bien? Mon nom c'est Jimbo Jones, je suis YouTuber depuis déjà 3 ans. Mon sujet, la pousse de cannabis. J'aime vraiment tout ce qui concerne le cannabis, en fait, que ce soit la pousse, la transformation, les critiques. Donc j'ai très hâte de faire cette entrevue. Jimbo Jones a une carrière professionnelle normale, mais il reste anonyme pour plein de raisons que j'évoque fréquemment sur Top Pot, comme le facteur d'acceptabilité sociale qui est plus faible au Québec qu'ailleurs dans le reste du Canada. Cela dit, Jimbo Jones ne cache pas ses opinions, au contraire. Et vous allez voir que son discours est très structuré. Petit détail technique, pour faciliter l'écoute, je fais un résumé des meilleurs segments de la discussion avec mes invités. L'indicatif audio vous indique le montage des segments dans le respect de leurs paroles. OK, j'ai construit l'entrevue dans un format classique, le passé, le présent et l'avenir. Alors naturellement, ensemble, on va chercher les premières étincelles. Jimbo, comment débute ta relation avec le cannabis? Ok, je pense que probablement qu'elle a commencé un peu trop tôt là, dans ma vie, mais bon, les années 90 et 2000, c'était un petit peu différent. Là. On était vraiment dans un monde, on peut dire 100% illégal. Fait que t'avais 14 ans comme moi quand j'ai commencé, ou possiblement 18-19 ans, mais ça faisait pas grande différence là, pour la plupart des vendeurs. Là. Surtout ceux qui avaient le même âge que toi. Donc, à peu près à 14 ans, je dirais, c'est là que j'ai commencé à fumer. Puis, ça a été vraiment spécial pour moi la première fois que j'ai fumé le cannabis, parce que ça m'a vraiment amené mentalement ailleurs où que j'avais jamais été de ma vie. Puis j'ai réalisé que j'avais un gros confort là-dedans. Puis directement, quand j'ai commencé à fumer jeune, dans les premières choses que j'ai eu envie, ça a été étrangement, puis on le déconseillait de nature, mais c'était de fumer seul. J'aimais vraiment ça, fumer seul chez moi, parce que je devenais quelqu'un. J'avais des habilités que j'avais pas naturellement, qui étaient de pouvoir faire quelque chose avec attention. J'avais toujours eu un TDAH. Puis chez moi, c'était comme, dans ma jeunesse, ça avait vraiment été comme une raison de mes malheurs, mais j'arrivais jamais à comme faire quelque chose plus que 15 minutes. Je commençais quelque chose, je devenais détaché mentalement, je passais à autre chose. Puis j'avais comme jamais vraiment la capacité de comme accomplir des grandes choses seul. Tout se passait à travers le sport pour moi dans ma jeunesse, mais comme j'étais incapable de faire des choses qui demandent de la concentration tout seul vraiment longtemps. Puis j'étais comme un peu contraint à ce niveau-là de jamais avoir des activités que je pouvais faire seul à quelque part. Puis dès que j'ai fumé le cannabis, j'ai tout de suite senti à l'intérieur de moi que ça allait m'apporter ça. Puis directement, j'ai eu le goût de le ramener chez nous. Puis juste genre fumer, écouter un film au complet, ou fumer, jouer à un jeu, J'avais jamais comme été capable de faire ça, puis tout à coup ça devenait, ça coulait de sens, puis ça devenait facile de faire une chose à la fois. Fait que directement là, à partir de ce moment-là, ça m'avait charmé. Mais je dirais que pour moi c'était récréatif là, à cette époque-là quand même, le cannabis. Mais dans le fond, dans ma jeunesse, quand j'avais environ 8-9 ans, j'ai essayé de faire avec un de mes amis casse-cou une cascade beaucoup trop risqué, où j'ai sauté de peut-être 4-5 mètres de haut. J'ai atterri directement sur mes pieds plats. Boum, dès que je suis tombé au sol, dès que j'ai atteint le sol avec mes pieds, ça m'a comme barré. Je suis tombé au sol paralysé pendant genre environ 10-15 minutes. J'étais pas capable de bouger. J'ai dit à mon ami, cours, va chercher ta mère, genre. J'étais paralysé au sol. Puis tranquillement, mais sûrement, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai recommencé à pouvoir, comme bouger, respirer. Tout redevenait correct. Puis là, j'ai pu vivre une enfance normale, mais à mes 18 ans,
bang, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. C'est là que j'ai compris que je m'étais éclaté un coussinet entre 2 vertèbres. Puis, tu sais, dans le fond, ça allait me causer des hernies discales là, pour le reste de ma vie, en fait. Beaucoup de pression à mon nerf sciatique, c'est surtout ça qui est le plus pénible. Fait que, tu sais, genre, à peu près à 18 ans, j'avais déjà une affinité avec le cannabis au niveau récréatif. Mais vraiment, tu sais, dans la gestion d'une douleur constante que, tu sais, maintenant, je vis avec depuis 20 ans sans problème. Mais dans ce moment-là, ça m'a vraiment aidé à faire cette transition-là. Puis, j'aurais tendance à dire, tu sais, autant la gestion de la douleur, tu sais, de la douleur physique, mais de la douleur mentale que cause la douleur, tu sais, en tant que telle, d'être un peu frustré, handicapé, d'avoir de la douleur. Fait que, tu sais, à quelque part, ça vient toujours avec une sorte de dépression. Puis tout ça, tu sais, tout a coulé de source pour moi avec le cannabis. C'était comme, plutôt que prendre 6 pilules d'un coup, tu sais, je canalisais tout sur le cannabis, puis à quelque part, j'aimais déjà ça. J'aimais ça récréatif, mais là, ça devenait juste couler de sens pour moi. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment juste décidé que j'allais vivre avec le fait que c'était quelque chose de quand même stéréotypé négativement à cette époque-là, mais que j'étais tellement un humain plus complet en tant que fumeur qu'en tant que non-fumeur, que pour moi, c'était rendu indéniable qu'il fallait que je fume pour vivre, à quelque part. Ou que je consomme le cannabis, là, en tant que tel. Ce désir de prendre en main sa propre santé est omniprésent chez tous les travailleurs de l'industrie du cannabis. En tout cas, ceux que je rencontre. C'est un phénomène phénoménal. Cela étant dit, j'étais curieux de savoir si Gigi, Jimbo Jones, se souvenait de sa première expérience de culture qui doit remonter au moins à une vingtaine d'années. Ah oui, oh oui, oui, oui. Ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'il y a 2 étapes à ça. Je dirais la première, c'est l'extérieur en tant que tel. Un jour, ça m'est apparu évident que les graines étaient accessibles, qu'on pouvait faire une plantation extérieure. J'ai eu envie de le faire, tu sais. J'avais déjà vu mon beau-frère le faire l'été d'avant. Je me suis dit, écoute, je vais me lancer. J'avais absolument aucune expérience là à l'époque. J'étais un très jeune adulte. Puis pour moi, faire pousser du cannabis à l'intérieur, c'était vraiment inaccessible et impossible et dangereux, qui plus est. Mais l'extérieur, une petite batch au chalet de mes parents, un bel été, tout me semblait propice à ça. Donc j'avais vu mon beau-frère le faire l'été d'avant, il s'était fait venir du Alabama Kush. Ah, ça sonnait si exotique, là. Dans mon cas, j'avais des Pure Power Plant. J'allais faire une pousse extérieure magnifique, sans la moindre expérience. Fait que, j'avais comme un gars que je connaissais, qui était vraiment un mec sympathique, qui avait déjà de l'expérience dans la pousse. Je pouvais l'appeler s'il y avait quelque chose, mais principalement, ma première pousse extérieure là, était la pousse classique du gars qui fait absolument aucun travail sur son plan quelconque pour qu'il soit plus productif, connaît pas trop la nutrition, arrose probablement trop souvent ou pas assez souvent. Ça finit comme ça finit, j'ai quand même du cannabis puis je suis heureux de ça. Ça a été l'extérieur, puis tu sais, à quelque part, ça m'a éveillé une flamme, là. Il y avait quelque chose, tu sais, je pouvais m'asseoir à côté du plan, puis juste, genre, être bien à côté d'eux. Genre, ça avait aucun sens, mais j'étais juste en symbiose avec l'activité en tant que telle. Puis, tu sais, j'essayais toujours de la pousser un peu plus, mais en même temps, tu sais, sans avoir trop de connaissances ou ainsi de suite, tu sais, puis... Mais je tripais, dans le fond, tu sais, j'avais juste un gros plaisir. Puis là, ça m'amène à l'autre étape de quand est-ce que j'ai su que j'allais faire pousser de l'herbe de façon plus régulière, disons. Pardon. C'était vraiment au moment qu'un hiver, en plein Noël, mon beau-frère, ma soeur lui achète un AeroGarden. Je sais pas si tu sais c'est quoi un AeroGarden, là. C'est une espèce de mini-machine à faire de l'hydroponie qui a une lumière accrochée dessus. Fait que c'est un tout en un. Lumière, petit accotoir hydroponique, puis ça permet de faire pousser des fines herbes et des tomates, peut-être de petit calibre. Là. Mais c'est vraiment une lumière sans puissance. Puis un système hydroponique qui est relativement de base. Mais quand j'ai vu ça,
à ce Noël-là, ça m'a comme frappé. Je veux dire, wow, c'est accessible d'avoir un accessoire à faire pousser le cannabis, tu sais. Pour moi, ça avait jamais été comme possible de faire pousser à l'intérieur. C'était des systèmes complexes qui demandaient beaucoup d'électricité, ça faisait peur, ainsi de suite. Là, j'avais vu ça, j'étais comme, hey, moi, non seulement j'en veux un, mais tu sais, je le savais parce que cette année-là, moi et ma conjointe, on avait décidé de s'acheter une maison à la fin de l'année. On le savait qu'on allait s'acheter une maison. Donc là, toutes les connexions se sont faites. J'ai fait, hey, le Aero Garden, ma maison, je vais faire pousser du cannabis à l'intérieur. Là, il restait juste à convaincre tranquillement ma conjointe qui n'est pas du tout willing à quoi que ce soit ce genre-là, tranquillement mais sûrement. Mais il y a comme eu un déclic chez moi à partir de ce moment-là. Tu sais, j'ai fait ce qu'il faut pour avoir l'Aero Garden. Tu sais, j'avais l'intention de faire pousser avec. Là, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça a comme explosé. Je me suis comme retrouvé à écouter de 4 heures le soir jusqu'à 11 heures des vidéos YouTube de pousses de cannabis tous les soirs pendant environ 6 à 8 mois. Je faisais que ça. Je peux dire que j'ai mis 10 000 heures d'écoute facile. Puis tu sais, je voulais juste genre jamais arrêter d'en prendre. Je lisais tout ce que je pouvais, je regardais tout ce que je pouvais. Tu sais, ça pouvait juste plus arrêter dans ma tête. Là, puis ça roulait. J'étais comme, aïe, aïe, tu sais. Je rentrais toutes ces connaissances-là sans avoir vraiment l'expérience, mais c'était vraiment devenu une obsession. Tu sais, autant que je voulais que ça devienne une passion, mais pour l'instant, tant que je l'exécutais pas, c'était vraiment juste une obsession. J'écoutais des vidéos tous les soirs, tu sais, les premiers youtubeurs vraiment du cannabis, ceux qu'on a plus vu arriver en 2010, 2012, tu sais, puis ils étaient vraiment généreux, tu sais, dans la façon dont ils passaient les conseils, puis tu sais, chacune de leurs chaînes, c'était ça leur but en soi, c'était de donner des conseils, tu sais, sur comment faire pousser le cannabis, puis tu sais, de là, j'ai tout appris, tu sais, d'une certaine façon, mais tu sais, sans l'expérience qui venait avec. Mais là, tu sais, tranquillement, mais sûrement, on commençait, moi et ma conjointe, à magasiner des maisons, puis à l'intérieur de ma tête, tu sais, j'avais comme vraiment un regard sur n'importe quelle pièce dans un sous-sol qui aurait fait une grow room idéale. Fait que quand on a fini par choisir la maison dans laquelle je suis encore actuellement, j'avais vu l'atelier, un atelier qui servait à faire de la construction. J'étais comme, non, moi, cet atelier-là, je vais le vider et ça va être ma grow room. J'ai juste trop hâte. Puis, tu sais, avec le temps puis les recherches, tu sais, j'avais découvert que le Aero Garden, le petit système hydroponique tout en un, était vraiment pas un choix approprié là, pour faire de la pousse de cannabis. C'était pas assez puissant, ainsi de suite. Je m'étais déjà équipé. J'avais tout caché, cet équipement-là, au moment de mon déménagement pour pas que les déménageurs voient ça au moment du déménagement. J'étais excité à mort, puis là, j'ai commencé le grow dans cette pièce-là à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai juste jamais arrêté, dans le fond. Je suis juste devenu complètement accro à la pousse, puis c'est de là que c'est parti, tu sais, à quelque part. Puis plus je faisais de la pousse, plus j'en voulais, mais plus je trouvais qu'il me manquait quelque chose que juste de m'occuper de mon jardin, des fois 10 minutes, des fois 1 heure par soir, c'était pas suffisant, j'avais besoin de plus. Fait que tu sais, je me suis juste dit naturellement, tu sais, je vais essayer de faire du vidéo making. Fait que j'ai commencé à faire, tu sais, un peu des vidéos vraiment dans le but pour moi, tu sais, à 100%. Si vous suivez Gigi depuis quelque temps sur sa chaîne YouTube, c'est facile de voir qu'il se remet en cause dans tous les axes de sa pratique. Et comme l'immense majorité des gens qui cultivent du cannabis, il trouve une joie dans le simple fait de jardiner. La professionnalisation de son travail ne semble pas avoir entamé son plaisir de jardiner, son plaisir original. Alors, de quoi avait l'air sa première culture vraiment organisée? J'avais choisi de faire du DWC. C'était déjà clair dans ma tête que je voulais faire de la deep water culture. Ça, c'est de faire pousser les racines directement dans l'eau avec une pierre de diffusion d'air qui envoie de l'air sur tes racines pour permettre de vivre dans l'eau, tu sais, à quelque part. J'avais choisi ça parce que j'avais le feeling que charrier de la terre puis tout, tu sais, ça ferait
Probablement un genre de bordel, puis que ça serait plus simple sans insectes avec l'hydroponie, puis ainsi de suite. Mais c'était très ambitieux de ma part parce que, tu sais, à quelque part, ça demandait de l'expérience, puis j'en avais pas tant que ça. J'avais beaucoup d'expérience visuelle, mais peu tu sais, de main à la pâte. Mais comme mon premier grow, finalement, c'était ça. C'était 2 chaudières hydroponiques que j'avais commencé les plants dans le Aero Garden, justement. Quelques semaines avant de déménager, je les avais déjà commencés chez un de mes amis, puis je savais que j'allais aller les chercher, puis aller les ramener chez nous. C'était 2 Aphrodites de Cannabia, puis je les ai appelés A et B. Dans ce temps-là, je me suis dit 1, 2, A, B, en tout cas. J'ai dit A, B. Fait que j'avais 2 chaudières, puis c'est ça, une lumière Marcidro, le premier modèle, là, le plus cheap qui existe sur la Terre, qui faisait une lumière rose, là, aveuglante, absolument débile. Puis de là, j'ai fait mon premier grow, puis je m'en suis quand même bien sorti. Comme je disais, j'avais quand même pas mal de connaissances accumulées de tout ce que j'avais fait. Fait que je savais comment amener mes plans à un certain point. J'avais réussi à faire peut-être, je sais pas, un des 2 plans avait fait quelque chose comme 85 grammes, l'autre en avait fait peut-être un 40. Fait que je considérais que ce premier grow-là était quand même une réussite selon mes standards de l'époque. Là. Maintenant, j'aurais tendance à dire que c'était une vraie honte, mais on évolue toujours un peu dans ce sens-là. Là. Il y avait quelque chose de magique là-dedans, tu sais, je te dirais que ça frappe directement de faire comme, hey, moi, tu sais, j'ai un problème dont j'ai besoin du cannabis pour le régler, et moi, je produis moi-même mon cannabis qui règle mes problèmes. Ça avait tellement une symbiose de fou de faire son propre cannabis quand t'es justement un patient médical, que tu sentais la valorisation dans le fait que tu sais, tu étais capable de faire une qualité qui était semblable à ce que tu achetais dans la rue, mais 2, je veux dire, tu coupais non seulement tous les frais, mais aussi, tu trouvais une activité qui était extrêmement plaisante à faire. Là. Maintenant, dernière question qui s'intéresse au passé. Pourquoi avoir senti le besoin, à un moment donné, de lancer une chaîne YouTube? Entre son travail normal à temps plein et son AB de cannabis médical, est-ce bien raisonnable? C'est une bonne question. Tu sais, je veux dire, à la base, là, quand je peux dire, j'ai commencé à faire des vidéos chez moi, je faisais des vidéos, tu sais, beaucoup trop longs, qui pouvaient durer des demi-heures ou que, probablement qu'il y avait des longs silences ou ainsi de suite. J'avais absolument aucune expérience, mais j'avais peut-être en dedans de moi l'ambition de comme faire un channel YouTube éventuellement, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un trou dans le monde francophone sur YouTube, alors que je voyais la culture, tu sais, dans le reste du Canada qui était vraiment super développée, puis qu'il y avait tous ces YouTubers-là. Même chose aux États-Unis, mais tu sais, particulièrement dans le reste du Canada, ils étaient vraiment avancés par rapport à nous, puis à leur connaissance de la pousse du cannabis, puis ainsi de suite. Puis je me suis dit, crime, tu sais, il y a un trou pour ça. Tu sais, présentement, c'était pas légal. Tu sais, moi, j'avais ma licence, mais tu sais, n'empêche que, tu sais, sans la légalité, qui était intéressé à la pousse, tu sais, très peu de monde, ou ainsi de suite. Mais dès que le cannabis est devenu légal, puis tu sais, qu'il y a eu le droit aux 4 plans canadiens, ou l'impression qu'on avait le droit aux 4 plans canadiens, mais tout de suite là, j'ai voulu me lancer, tu sais, dans faire des émissions au moins sur le cannabis, me placer, tu sais, comme joueur dans le YouTube du cannabis, parce qu'à l'intérieur de moi, j'attendais justement cette validation de la loi-là, que quand ça passait en cours les 4 plans, j'ai tout de suite lancé ma chaîne. Ben, ma chaîne était déjà lancée, je faisais déjà des critiques SQDC, mais j'ai lancé la partie de la pousse qui était vraiment ce que je voulais depuis le début, puis c'était de donner un peu ce que moi j'avais eu à quelque part, qui était d'avoir des gens généreux sur YouTube qui étaient des anglophones en l'occurrence, mais qui donnaient une marche à suivre, des conseils, des explications sur quel produit, pourquoi. Juste comprendre comment utiliser les nutriments quand tu es nouveau dans le cannabis, c'est quelque chose d'assez intimidant. Il y a quand même une certaine base à aller chercher, ainsi de suite. Fait que j'avais comme le désir
d'amener ça, d'être celui qui allait comme donner aux gens la possibilité de faire comme moi, de faire « Hey, finalement, c'est peut-être plus simple que je pensais faire de la pousse à l'intérieur et peut-être que je suis capable de le faire. » Tu sais, puis ça, moi je l'avais eu en écoutant des vidéos, puis je voulais le donner aux autres en disant « Écoutez, voici comment faire pousser le cannabis, voici les règles, voici ce que vous avez besoin pour le faire. » Puis au début, c'était vraiment, tu sais, comme je disais, un peu embryonnaire. Tu sais, j'avais zéro connaissance dans la fabrication de vidéos, être un acteur devant la caméra, passer des connaissances, tu sais, faire des cours sur comment faire chaque chose. J'avais jamais donné des cours à qui que ce soit. Fait que, tu sais, c'était tout des choses que je maîtrisais plus ou moins, mais j'avais quand même le désir de comme d'amener ça, d'amener une chaîne qui allait vraiment être une chaîne à but éducatif, comme beaucoup de chaînes sont sur YouTube, pas forcément dans le monde du cannabis, mais pour le cannabis, que quelqu'un cherche à comment je fais quelque chose, qu'il soit capable de le trouver, puis que je lui montre pas à pas, visuellement, comment faire chaque chose, sur la pousse. Fait que c'est vraiment de là que c'est comme parti, le goût de faire ces vidéos-là, puis le fait que je sentais qu'il y avait un trou, puis il y avait une opportunité, tu sais, à quelque part. Ce que je voulais aussi, tu sais, c'était d'enseigner, mais c'était d'être un généraliste du cannabis, tu sais. Dans le fond, moi, je touche à peu près tout dans le monde du cannabis, parce que j'ai toutes les passions, tu sais, qui sont reliées à ça. Donc, que ce soit la transformation, les critiques de cannabis légaux, ou la pousse en tant que telle du cannabis, ainsi que l'enseignement en tant que tel de la pousse du cannabis. C'était toutes des choses que je voulais faire. Donc, je peux dire que j'ai 4 grands axes sur lesquels je me développe, à commencer par les critiques de cannabis de la SQDC. C'est vraiment parti de là. Quand mon channel a ouvert, ce que je faisais, c'est que je faisais des critiques du cannabis de la SQDC. On n'était pas tant que ça à le faire, et je trouvais que en tant que personne qui fumait depuis très longtemps, puis qui avait toujours été depuis, tu sais, ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas rencontré dans l'historique, mais il y a eu un moment où au Québec on fumait quasiment juste du M39, puis là il y a comme eu une espèce d'ouverture vers la bœuf exotique qu'on appelait au début, qui finalement est juste pas du M39. J'ai comme sauté sur l'occasion, je voulais essayer toutes les cannabis, puis le fait que le cannabis avait maintenant un nom, que c'était pas juste du cannabis, il y en avait des sortes, il y avait des choses. J'avais toujours voulu explorer ça, puis découvrir mes goûts à travers ça. Fait que tu sais, je sentais que j'avais comme un edge d'expérience quand même assez intéressant, en tant que tel, en appréciation du cannabis. Fait que j'avais le goût d'amener ça. Puis là, tranquillement, mais sûrement, il y avait quelque chose que je le savais, que j'avais le goût d'instaurer, c'était les transformations. Tant que la pousse du 4 plans n'était pas invalidée en cours, comme il a fini par arriver. Mais avant ça, je me disais, les transformations, c'est quelque chose que tu as le droit de faire. T'as juste pas le droit d'en vendre, ou de quoi que ce soit. Fait que j'ai commencé à montrer les transformations. Puis ça mène à une de mes plus grandes passions. Puis tu sais, c'est le hashish en tant que tel, la fabrication du hashish. Là, ça devient un gros volet, malheureusement, une parenthèse qui n'arrêtera plus, mais ça me ramène à 2002. J'étais à mon premier appartement avec des amis puis tout, puis un gars était revenu du BC avec 5 sacs plein de trim, des plants qui avaient été poussés à l'extérieur en Colombie-Britannique, et des bubble bags, qui sont les sacs avec des filtres dans le fond qu'on peut utiliser pour faire du Ice Water Hash. Donc, il amène ça, il nous apprend à le faire, je le fais pour la première fois. Puis à une époque où que personne faisait ça, là. Personne n'avait vu ça. J'étais blasté, j'étais comme waouh, à partir de feuilles, on peut aller recueillir carrément une matière qui sert 100% à avoir ce buzz-là du cannabis, puis ainsi de suite. Puis j'étais mystifié par tout ça. Puis tranquillement, mais sûrement, au fil des grows que je faisais à l'extérieur, j'avais acheté mes propres bubble bags et je faisais du hashish. Fait que ça faisait à peu près une dizaine d'années que je faisais du hashish quand j'ai eu mon espèce de moment que je parlais
plus tôt, que je regardais l'Internet comme un fou, je regardais tout ce que je pouvais trouver sur YouTube et j'ai découvert Frenchy Cannoli. C'est à ce moment-là que mon hashish est passé de débutant à intermédiaire avancé. T'sais, il m'a amené des connaissances que j'avais pas, qui m'ont permis de faire des pas de fou par rapport à l'expérience que j'avais déjà. Puis c'est vraiment là que je suis tombé, en amour avec le hashish, mais deux, avec sa fabrication. Puis c'est vraiment de là qu'est parti un espèce de arc d'artisanat que dans le fond, j'ai comme réalisé à travers la pousse que j'étais un fou de l'artisanat. Puis quand je faisais du hashish aussi, même chose. Fait que tout ça allait se rejoindre à dire que je commençais à être quelqu'un qui aimait ça, comme peaufiner des gestes et des mouvements. Ce que j'avais jamais été vraiment dans ma vie, mais que je découvrais de plus en plus, qui était comme, dans le fond, l'ensemble de qu'est-ce que j'étais. Fait que pour en revenir au hashish, c'est ce que j'ai aimé le plus transformer et faire. Fait que c'est là-dessus que j'ai poussé ma chaîne. Au début, les transformations, du hashish, de l'huile, les beurres, ainsi de suite. J'ai montré toutes les transformations que j'ai pu. Puis ensuite, j'ai pu intégrer le volet de la pousse. Et un jour, ça faisait à peu près, je sais pas, peut-être 7-8 mois que j'avais ma chaîne. Puis j'avais à peine 100 membres. Là, j'étais vraiment une chaîne totalement inconnue. Là, puis après un an de slash, là, je devais être à 150 membres, là, pas plus. Là. Puis, tu sais, c'était des membres fidèles, c'était tous des gens bien, puis il en reste encore aujourd'hui, là, de ces gens-là sur ma chaîne, mais, tu sais, ma chaîne était très, très à petite échelle, puis, c'est ça, tu sais, tranquillement, mais, ouais, c'était carrément ça, tu sais, c'était venir rejoindre la petite gang à Jimbo, là, on n'était pas beaucoup, mais, tu sais, on aimait ça. Mais il n'y avait pas grand monde, tu sais, qui était gros en tant que tel au Québec, tu sais, dans le monde du grow, là, j'étais quand même unique dans ce que je faisais, c'était juste pas encore découvert, ou tu sais. Mais là, ouais, il est arrivé quelque chose, il y a un membre, il est arrivé deux choses, en fait. La première, c'est que j'ai fait une vidéo de hashish, tu sais, qui était très détaillée, très de qualité, j'ai fait un bon titre dessus. Comment faire du hashish, la Temple Ball, façon Frenchy Cannoli. C'est ça que j'ai marqué. Puis, cette vidéo-là a eu un moment où que beaucoup de monde sont allés le voir. Il a fait peut-être... Tu sais, j'avais une chaîne de 150 membres, puis j'avais cette vidéo-là qui avait 25 000 vues, genre quelque chose comme ça. Puis là, il y a les membres rentraient par cette vidéo-là. Hey, Jimbo Jones, la vidéo de hashish. Il s'est passé quelque chose d'autre en même temps. Je faisais que des journaux quotidiens de Grow, que je faisais juste filmer une journée, un 5 minutes dans ma tente en parlant, puis je fermais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, tu voudrais pas comme faire des vidéos qui seraient comme instructives sur comment faire le cannabis? » Puis là, j'ai comme fait « Ok, ouais, tu sais, comme vraiment comme travailler. » Tu sais, c'est parce que ça demandait une certaine ambition, parce que plus tu allais comme commencer à faire des étapes et détailler, plus ça allait demander de la qualité de montage en tant que tel. Puis c'était quelque chose que, tu sais, j'avais plus ou moins encore développé à ce moment-là, tu sais, comment monter des vidéos de qualité, puis ainsi de suite. Donc, tu sais, ça m'a comme embarqué dans un défi de fou. Puis là, tu sais, au début, sortir une vidéo là, que je faisais avec, je sais pas, 30 scènes que je coupais, puis que j'interagissais ensemble, couper puis mes souffles, tu sais, à longueur de vidéo, c'était devenu quelque chose qui me prenait extrêmement du temps, mais comme cette série de vidéos-là m'a comme propulsé dans la stratosphère. Il y avait une demande, puis tu sais, tout ça, c'était dans les recherches, tu sais, à quelque part, les gens, ils recherchaient en français comment faire du cannabis, puis ils trouvaient pas les réponses. Donc, tu sais, mes vidéos apportaient cette réponse-là, tu sais, à quelque part. Fait que c'est vraiment là que ma chaîne a comme décollé, je peux dire, là, quand j'ai décidé de plus devenir académique dans ma façon de procéder à mes vidéos. T'sais, je voulais que ça soit des enseignements, que ce que je parle, ça mène à apprendre quelque chose, à quelque part. Donc, je dirais que c'est vraiment là, que ça a explosé pour moi. Puis, à travers ça, ben, j'ai commencé à faire des vidéos un peu de juste conseils. Fait que je montrais pas forcément de cannabis dans le vidéo. Fait que ces vidéos-là étaient grande écoute. Elles ne demandaient pas d'avoir 18 ans pour être écoutées. Puis,
ça donnait des réponses claires aux questions que les personnes avaient. Parce que, tu sais, ça n'avait rien de scientifique moi-même. J'avais beaucoup de pression à faire ça, parce que, tu sais, je savais que j'étais un home grower avec une certaine expérience, mais, tu sais, j'étais pas la science infuse, là, en termes de cannabis, mais j'avais vraiment beaucoup de connaissances accumulées. Fait que, tu sais, j'étais intimidé à l'idée quand même, là, de commencer à faire, tu sais, des vidéos vraiment plus académiques qui allaient dire comment faire chaque chose. Mais dans le fond, je me suis lancé, puis c'est là que ça m'a mené. Là. Dans le fond, si je suis où je suis rendu avec mon channel, puis que les opportunités commencent à se présenter de plus en plus pour moi, c'est vraiment dû au fait que j'ai fait ce changement-là, puis que j'ai décidé de faire un channel qui allait être un peu plus un channel pour apprendre sur comment faire le cannabis, pour vraiment donner une base aux débutants, puis ainsi de suite. Là. Après l'entrevue, Gigi m'a écrit pour me dire qu'il avait oublié de parler d'un sujet très important pour le succès de n'importe quelle chaîne YouTube. L'importance de la consistance de la présence. La nature et YouTube sont pareils. Tous les deux ont horreur du vide. Je peux attester que c'est la même chose exactement pour les podcasts. Quand tu réussis à assurer une présence régulière, il se passe des petits miracles. C'est comme ça. Cela dit, j'étais curieux de savoir ce qui était le plus dur, le plus difficile pour Jimbo sur sa chaîne YouTube. Et aussi, bien sûr, le plus naturel, le plus facile, évidemment. Tu sais, naturellement, je ne suis pas exhibitionniste. Fait que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime forcément ça, sortir la caméra dans tous les moments qu'il pourrait avoir pour filmer, puis ainsi de suite. Fait que j'allais un peu contre ma nature. En tant que tel, en faisant de la vidéo, juste parler seul devant une caméra au début, pour moi, c'était pas forcément naturel. Ça l'est devenu, à force de le faire. Mais, alors, excuse-moi, je me rappelle plus de la question. De la chaîne YouTube, ben, tu sais, à la base, là, faire des vidéos que je pouvais considérer de qualité. Puis honnêtement, tu me demanderais maintenant, est-ce que tu fais des vidéos de qualité? Puis j'aurais de la misère à te dire encore oui. Je regarderais toujours au-dessus de moi, puis je verrais quelqu'un qui fait du meilleur editing que moi. Mais de où je suis parti, j'avais aucune idée comment faire du editing. Puis ça, je te dirais que c'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile à développer. Mais tu sais, tranquillement, mais sûrement, les habitudes rentrent avec un programme de montage, puis de faire du montage vidéo, d'avoir un œil sur qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé ou non dans une vidéo. Parce que, tu sais, pour moi, à quelque part, je suis une bête très sociale. Fait que, tu sais, aller dans une communauté, me mettre devant, tu sais, je sentais que j'étais capable de le faire. Mais par contre, tout ce qui était administrer une chaîne YouTube, j'en avais absolument aucune idée, ainsi que tout ce que ça demande, dans le fond, pour être un YouTuber, parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, il faut être un acteur, il faut aussi être un scénariste, il faut être un réalisateur, il faut être un promoteur, parce que s'il y a personne qui va te pousser, c'est toi qu'il faut qu'il te pousse. Il y a personne qui va dire voici Jimbo Jones au début, c'est toi qu'il faut qu'il te présente puis qu'il dit hey, je suis là, tu sais. Mais tout ça se développe, tu sais, tranquillement, mais sûrement, tu sais, je pense que plus je faisais des vidéos, plus j'étais à l'aise devant la caméra. Puis par là, je veux dire, à demi-visage, dans le fond, tu sais, peut-être que si on filmait mon visage au complet, on se réaliserait que je l'ai vraiment pas, puis je regarde vraiment pas à la bonne place. Mais là, j'ai l'avantage de juste devoir faire des mouvements de main puis de bouche de façon appropriée. Mais n'empêche que je suis devenu meilleur comme présentateur, mais meilleur comme justement monteur de vidéos, de comprendre qu'est-ce qui est désagréable, agréable à l'oreille quand on voit une vidéo, mais aussi, là, c'est le côté scénariste qui rentre, mais comment monter des vidéos qui restent intéressantes, à écouter. Ben, j'ai tellement eu facilité, c'est ça, j'ai de la facilité sociale, fait que j'ai vraiment eu un bon contact avec ma communauté dès le début. Ça, je trouvais vraiment que, tu sais, dans le fond, si tu me demandes, as-tu déjà eu des gens qui te causaient de la difficulté sur ton channel? La réponse est oui, mais en général, ça a tellement été
facile et agréable là, de comme développer cette communauté-là. Tu sais, les gens, ils venaient sur ma chaîne, il y avait des questions. Ils n'avaient pas forcément vu des installations avant, ils n'avaient pas vu des lumières au LED avant. J'étais comme dans les premiers francophones à utiliser des LED. Puis j'étais comme ouvert à répondre à n'importe quelle question, puis j'étais ouvert aux gens. Puis ça avait toujours été dans ma nature. J'ai jamais eu de rejet. J'ai jamais aimé couper quelqu'un d'une bande ou quoi que ce soit. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement rassembleur. Puis tu sais, j'amenais ça à ma chaîne, tu sais, à quelque part, que c'était comme, tout le monde était le bienvenu, puis il n'y avait pas de mauvaises questions. Là. J'ai la chance de discuter avec des acteurs de l'industrie du cannabis qui réussissent tous dans leur secteur respectif. Quand Jimbo m'a offert de discuter avec moi sur Top Pot, je me suis dit que je lui poserais une petite question qui pourrait, moi aussi, m'aider pour lancer ma propre chaîne YouTube. Alors, Jimbo, quel est l'apprentissage récent que tu as fait sur YouTube qui aurait été pratique au début du lancement de ta chaîne? Vraisemblablement que, malheureusement, YouTube est une entité en soi, puis que si tu la comprends pas, puis que tu la respectes pas, ben elle te respectera pas non plus. Il faut jouer dans les règles que YouTube nous impose. Malheureusement, c'est un peu ça, comme si tu réussis pas à faire un produit que YouTube juge de qualité, il le présentera pas à du nouveau public. Donc ça, je te dirais que c'est peut-être quelque chose que j'ai renié au début. J'ai dit non, je vais mettre mes tunes que je veux, même si ça me fait des flags pour droit d'auteur, puis ainsi de suite. Là, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, j'avais super à cœur d'avoir les chansons de Georges Brassens dans mon intro, puis dans mon outro. Je trouvais que la chanson Mauvaise Réputation était une copie conforme à une autre époque de la situation du fumeur de bœuf actuel. C'était un message fort, c'était quelque chose à quoi je tenais, mais YouTube était constamment en train de m'avertir que je violais les droits d'auteur. Il coupait mes vues, il rendait ma chaîne inaccessible, puis moi, quelque part, j'étais comme non, je vais faire ma way dans le highway, puis c'est pas grave. Mais le fait est que si j'avais du recul, puis ainsi de suite, il y a des longues périodes où que j'étais coupé du public, de nouveaux publics, à cause des punitions que YouTube me faisait. J'aurais comme essayé de plus jouer dans leurs règles, à quelque part, même si, à quelque part, je trouve que le monde qu'ils ont créé devrait être un monde à 100% libre, où qu'on fait tout de la façon dont on veut, puis que les gens ont le choix de choisir qu'est-ce qu'ils veulent voir. Mais malheureusement, YouTube nous empêche un peu d'exprimer librement à 100% ce qu'on veut sans nous couper de nos communautés, à quelque part. Quand on est un créateur de contenu comme Jimbo, avec le temps, on apprend à vivre avec les limites des plateformes que l'on choisit pour rejoindre son public. Comment Jimbo vit-il sa relation avec YouTube? C'est vraiment, dans le fond, c'est quelque chose de simple, mais c'est de faire des vidéos qui sont le plus attrayant possible, puis ça m'a juste challengé vraiment beaucoup au niveau, comme je parlais du montage, de l'acting, j'ai compris que, exemple, quand je commence des vidéos où que je parle avec mon demi-visage, 50% des gens sortent du vidéo directement dans les premières secondes. Ils font « Oh, un gars à demi-visage, non merci, salut. » Ou « Oh, un accent québécois, salut. » Tu sais, genre... Fait que tu sais, il y a des choses que tu rencontres. Fait que j'ai commencé à faire des intros qu'on me voit moins directement, tu sais, puis de plus venir avec une approche subtile de hey, oublie pas que je suis un gars qui a demi-visage une fois de temps en temps à te parler, mais tu sais, sans te le mettre dans la face trop vite, tu sais, que tu sois un peu charmé aussi par ce que je fais, parce que tu sais, à quelque part, ça peut, tu sais, moi-même, là, je pourrais regarder une vidéo pour faire ah, quelqu'un se filme à demi-visage, ah non, ça m'intéresse pas, puis je partirais, tu sais, puis à quelque part, c'est à cette personne-là à me convaincre de rester, tu sais. Puis des détails de ce genre-là, tu sais, comme la qualité des thumbnails au début, je pouvais sortir n'importe quoi, puis je prenais une image du milieu du vidéo, puis ça sera ce que ça sera. Tu sais, tu te rends compte que, ah ben tiens, finalement,
il y a un moins gros pourcentage de clics sur cette vidéo, là. Puis c'est juste dommage parce que il y a des gens qui le verront jamais finalement sur leur page parce que YouTube a considéré qu'il valait pas la peine parce que les gens le cliquaient pas. Fait que à partir de ce moment-là, tu dis, OK, je vais faire une photo de qualité là, avec mon appareil, une belle macro avec des titres standardisés. Puis tu sais, des petits détails comme ça que tu t'as pas le choix de rentrer dans la game YouTube à quelque part. Moi, j'avais aucun désir de dire forcément à chaque vidéo, hey, likez les vidéos, mettez un like s'il vous plaît. T'sais. À quelque part, j'aurais plus préféré juste pas en parler. Si t'aimes mon vidéo, mets un like, puis c'est tant mieux. Mais s'il n'y a pas de like assez sur les vidéos, ben, ils seront pas présentés à des nouveaux publics, puis ainsi de suite. Fait que c'est comme YouTube nous force un peu à rentrer dans ces standards-là si on veut que notre chaîne soit vue par des nouveaux publics. Parce que je suis en train d'organiser ma propre chaîne YouTube et que je me prépare à en lancer une seconde, j'ai tout simplement demandé à Jimbo de nous dire quelle est la principale erreur que commettent les débutants sur YouTube, selon lui, évidemment. J'aurais tendance à dire que au début, quand on commence à faire des vidéos, on réalise pas l'impact d'un vidéo bien cleané. J'aurais tendance à dire clean, c'est éviter les longs silences, des affaires comme ça. Puis c'est pas très long à faire là, de prendre une vidéo, de le mettre sur un programme justement de montage. Puis juste, à chaque fois que tu as un silence ou un gros souffle ou un que tu es hésitant, que là, tu sais pas quoi dire, juste de faire ces petits coupages-là rend les vidéos beaucoup plus agréables là, à quelque part que au niveau auditif. Puis je dirais que la qualité des images est importante. Puis je veux dire, je me considère pas meilleur qu'un autre, là, genre, je veux dire, comme caméraman, qui est une autre des capacités qu'il faut développer éventuellement. J'avais beaucoup à apprendre au début. Je faisais des images qui étaient plus ou moins agréables. Mais il faut comprendre que si t'es la personne qui écoute la vidéo, puis il faut se transposer à la personne de cette place-là, est-ce que tu vas regarder 30 minutes d'images difficiles à visualiser, de sons plutôt désagréables, d'idées confuses qui se séparent? Non. C'est sûr que plus tu travailles ton vidéo en fonction de ce que toi t'aimes écouter, plus les gens risquent de l'écouter. Les médias grand public présentent de plus en plus souvent l'envers du décor des médias sociaux. Il y a peut-être une distinction à faire entre prétendre être un influenceur et être un producteur de contenu. Malgré cette distinction, il existe tout de même une certaine forme de tyrannie du clic et du nombre de vues. Alors, quelle est la nature de la relation que Jimbo entretient avec les performances de sa chaîne YouTube? Pour être franc, je trouve que c'est ça qui me sépare du pur bonheur envers ma chaîne en tant que telle. Là. C'est vraiment YouTube en tant que tel, puis comment ils traitent le cannabis là, en tant que tel. Les pousseurs de cannabis se font mettre dans un coin de ce temps-ci de façon si agressive. C'est difficile pour nous de rencontrer des nouveaux publics parce que YouTube présente plus les vidéos 18 ans et plus. C'est arrivé comme il y a peut-être 1 an et demi, là, je dirais. Les chaînes, YouTube a comme décidé que tout ce qui concernait le cannabis, là, dès que tu dis le mot cannabis, là, ton vidéo devenait 18 ans et plus quasiment. Là. Ça a fait que les gens devaient à la base avoir un compte YouTube pour pouvoir aller voir tes vidéos. Fait que déjà là, ça a fait baisser les vues, mais il s'est passé de quoi en France aussi, où que la législation a décidé que les spectateurs français de YouTube devaient présenter une carte d'identité pour pouvoir avoir un compte 18 ans et plus sur YouTube. Donc, c'était vraiment quelque chose de super contraignant, à quelque part. Fait que, ça a comme un peu détruit l'audimat. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, toutes les vidéos qu'on sort, nous, les YouTubeurs dans le monde du cannabis, tombent 18 ans et plus. Puis s'ils tombent 18 ans et plus, ben, il sera pas présenté à des nouveaux publics. Fait que si toi, t'as jamais vu ma chaîne, t'as jamais écouté ma chaîne, il y a peu de chances que tu croises un de mes vidéos. Elle sera jamais sur ta page de présentation. Même si tu écoutes toutes les vidéos de cannabis de la Terre, ils te mettront jamais un vidéo de cannabis sur la page d'entrée. Fait que, ça nous met dans une situation où, dans le fond, on a plus de la misère à rejoindre des nouveaux publics.
C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, je pense que depuis un an et demi, on peut voir que les chaînes sont un peu plus statiques. Tu sais, pour la plupart, là. J'aurais tendance à dire. Puis, tu sais, moi, je trouve ça dommage parce que, tu sais, nous, on vit au Canada où, techniquement, on peut faire pousser 4 plants, là, dans la plupart du Canada. Et, dans mon cas, tu sais, j'ai une licence tu sais, qui me le permet de façon légale de faire pousser du cannabis. Puis, je suis contraint comme quelqu'un qui ferait, qui montrait comment fabriquer des explosifs ou tu sais, quelque chose comme ça, tu sais. Mais à quelque part, je fais quelque chose de légal dans un monde légal. Fait que tu sais, je trouve juste que c'est un peu brimant, là, mais on vit bien avec quand même. En fait, on est comme un peu dépendant à eux parce que c'est eux qui ont le public, tu sais. Sans YouTube, il n'y a pas de vidéo YouTube, tu sais, à quelque part. Mais il y a d'autres plateformes, puis tu sais, tranquillement, on se développe vers ces autres plateformes-là, c'est sûr, parce que YouTube nous donne pas notre place, tu sais, puis quand tu regardes comment, genre, les gens peuvent justement plus tu sais, développer leur business sur Instagram, ben, tu sais, c'est sûr qu'il doit y avoir de plus en plus de gens qui laissent tomber YouTube puis qui vont vers Instagram, tu sais. Et évidemment, je voulais aussi comprendre et connaître quel genre de présence et de stratégie Jimbo déployait sur les autres réseaux sociaux. À la base, j'étais uniquement un YouTuber, mais tranquillement, mais sûrement, je commence à me développer mon Instagram. C'est quelque chose que je me suis mis... J'ai commencé il y a peut-être un an et demi, 2 ans, mon Instagram, mais j'y avais jamais vraiment mis de jus. Mais je dirais que depuis environ 2, 3 mois, là, j'ai commencé à devenir sérieux sur Instagram. Puis tu sais, il y a quelque chose de beau sur Instagram. C'est vraiment ma seule autre plateforme, là. J'ai aussi des vidéos sur WeedTube. Vous pouvez aller les voir, c'est des très vieux vidéos, j'en mets plus. Fait que mais Instagram, tu sais, ça a la possibilité de faire des choses courtes qui demandent peu d'efforts, comme tu sais, des photos ou des cours tu sais, vidéo, puis de communiquer de façon plus quotidienne avec ton public, mais aussi la beauté d'Instagram, c'est comme je te dis, le monde se trouve plus sur YouTube, fait que les commanditaires, tout ça, ils te trouvent pas là, sur YouTube. Tu as une chaîne de 8000 personnes, tu reçois moins de commanditaires que quelqu'un qui a 1000 personnes sur Instagram. Là, puis c'est ça, les contacts sont là. Sur Instagram, tout le monde se met en contact. Tu te mets abonné à un commanditaire, il s'abonne à toi aussi. Puis là, tout à coup, vous vous connaissez. C'est un réseau contact sans fin. Mais il n'y a jamais la qualité de contenu qu'on est capable d'amener sur YouTube, sur Instagram. T'sais. C'est juste des belles parures. C'est juste du petit long métrage, court préparé pour comme combler un besoin quotidien, relatif, mais vraiment si tu veux l'ensemble de l'information sur le cannabis, je veux dire, Instagram te le donnera pas, c'est vraiment sur YouTube qu'il faut que tu ailles le chercher. Et le hashish dans tout ça, oui, le hash, il en pense quoi, notre ami Jimbo? Là-dessus, là, j'ai comme... Tu sais, je pars d'un fondement, là, il y a des gens qui vont dire « Ah, tu sais, le hash, c'est pas tant dans l'avenir que ça. » Puis tout ça, mais comme, il faut comprendre que plus on transforme le cannabis, plus on le purifie, on purifie certains effets, on isole des effets. Mais tu sais, à partir d'une cote, on part, disons, d'un effet d'entourage qui comprend tout ce qu'il y a dans la cote de cannabis en tant que telle. Quand on va vers le, tu sais, puis là, on va essayer, tu sais, les différentes terpènes, tu sais, qui viennent soit directement de la plante, soit des trichomes, tu sais, le mélange des deux fait qu'est-ce qu'est le cannabis. Après ça, on a, tu sais, toutes les concentrés très, très, très populaires, tu sais, de ce temps-ci, les concentrés les plus purs, comme la rosine, puis ainsi de suite, qui peuvent aller jusqu'à 90% de cannabinoïdes, que eux, ils sont comme l'expression la plus pure de la tête de trichome. Mais tu sais, entre les deux, tu sais, dans le fond, quand on parle de la rosine, c'est qu'on écrase le cannabis tellement fort que le jus qu'il y a dans les têtes de trichome sort, s'écoule. On a, tu sais, ce qu'il y a de plus près du cannabinoïde seulement, tu sais, avec les terpènes les plus intérieurs à la... Mais entre les deux, il y a comme aussi cette appréciation-là à avoir de comme séparer le trichome en tant que tel avec sa branche, sa tête, le jus dans sa tête, l'amener séparé du reste, former une pâte avec. Puis cette pâte-là, dans le fond, c'est l'expression du trichome en tant que tel. Quand tu dis qu'est-ce que le trichome goûte,
ben c'est le hash. C'est la tige du trichome, la tête du trichome, puis le jus qu'il y a à l'intérieur du trichome. Fait que, tu sais, ça devient toute une autre dimension. Fait que, tu sais, n'importe qui serait quelqu'un de plus, genre, je dirais, dans le vent actuellement, qui est plus dans la rosin, puis tout ça, puis qui voit plus l'intérêt à un concentré comme le hash, comprend juste pas, tu sais, tous ces aspects-là, ces effets d'entourage-là, ces goûts particuliers-là à chaque transformation. Puis je trouve que le hashish a quelque chose de comme magique, là. Tu sais, c'est... T'enlèves certains des effets d'entourage de la plante qui sont peut-être un peu plus énergisants, ainsi de suite. Tu viens vers un produit qui est comme une pure détente avec un goût, tu sais, qui va entre tu sais, les goûts boisés, un peu chocolatés de façon généralisée, tu sais, café. Vraiment particulier, vraiment comme, tu sais, propice à la détente en tant que tel. Donc, je trouve que le hashish, pour moi, en tant qu'old schooler, tu sais, dans le fond, d'une certaine façon, parce que, tu sais, je fume du hashish depuis vraiment longtemps, je trouve vraiment que c'est une des plus belles expressions du cannabis, tu sais. Je vais toujours vouloir goûter un cultivar, à commencer par sa cote, tu sais, son effet d'entourage, son goût, son ensemble, tu sais, dans le fond, mais après ça, tu sais, lesquels cannabis ont les meilleurs trichomes, là, c'est vraiment le hashish qui va nous le dire, tu sais, à quelque part. Puis je trouve ça tellement intéressant de dire que, écoute, le hashish, là, tu sais, qu'on voit comme une pâte ou ainsi de suite, c'est d'écraser, dans le fond, des tiges d'un genre de champignon transparent avec ses têtes puis son jus. Le jus se mélangeant dans la pâte, tu sais, qu'on peut quasiment dire de tige, finit par former une pâte uniforme qui a un goût uniforme. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose derrière ça qui est comme quasiment mystique. Le hashish, c'est la première forme de cannabis qui a été consommée par l'homme, mais dans ce cas-là, c'était plus le Shiva. C'était le principe de frotter ses mains sur les plants de cannabis, puis d'en avoir du trichome, dans le fond, sur les mains, gratter ses mains, aller rechercher cette matière-là. C'est que je dirais que c'est sa forme, dans le fond, la plus originelle, par le hashish. Moi, personnellement, c'est sûr que je vis dans un monde où que je veux pas me limiter à 30% de THC. Puis pas forcément pour l'effet punch que ça représente, quoi que ce soit, mais plus parce que malheureusement, les compagnies sont obligées de baisser la qualité de leurs produits pour répondre à cette norme-là. Il faut comprendre que moins le hashish est élevé en THC, plus il est élevé en impureté. À quelque part, on rajoute de l'impureté pour baisser le taux de THC. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, les compagnies sont très, très, très limitées. Puis ça, faut le comprendre. Quand moi, je fais des critiques des hash de la SQDC, puis genre, je suis capable de voir les qualités qui amènent à un hashish à moins que 30%. Mais comme, tout en sachant que s'il n'y avait pas cette contrainte-là, ils pourraient tellement faire plus, faire un produit de qualité qui serait fondant, tu sais, puis c'est ça un peu qui est leur contrainte, c'est qu'il faut qu'ils le fassent à un pourcentage le moins élevé possible, tu sais, quasiment. À dire 30%, c'est pas naturel pour du hashish d'être à 30%, tu sais. Le hashish devrait être entre 60 et 40%, tu sais. On le sait, le désavantage du hash à 30% de la SQDC, c'est qu'il contient 70% de matière végétale. Au Québec, Canara a fait le tour du problème en produisant un hash à 30% de THC, mais aussi avec une proportion similaire de CBD. Qu'en pense Jimbo? Je trouve que c'est une excellente idée, puis d'ailleurs, probablement quand on parle des meilleurs produits qu'on peut voir à la SQDC en ce moment, c'est ceux-là, là, ceux comme la Ice Water Ash de Nugs, qui est excellente, qui sont allés vraiment chercher un peu plus de cannabinoïdes dans le CBD, tout en maintenant une certaine égalité. Par contre, il y a un sous-aspect à ça, c'est que oui, ça augmente la qualité, parce qu'au lieu de rajouter de l'impureté, tu rajoutes du CBD, fait que à quelque part, ça fait une pâte un petit peu mieux constituée. Mais il y a un sous-aspect derrière ça, c'est le mélange des strains. C'est interdit, je crois, à la SQDC, de mélanger deux strains dans un hashish à THC.
Mais ça l'est permis pour une sorte à CBD puis une sorte à THC, de rajouter une sorte à CBD sur du THC. Mais le fait est que c'est deux profils de goût qui sont possiblement différents, deux profils de buzz qui sont très vraisemblablement différents, qu'on mélange ensemble. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'aime mieux l'idée d'un hashish pur à une seule sorte. C'est vraiment là qu'on voit la pure expression d'un hashish, parce que chaque hashish est différent, comme chaque cannabis est différent, tu sais, à quelque part. Fait que... Mais, n'empêche que je dois avouer que ce produit-là, à mélange de CBD, particulièrement celui de Nugs, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleure qualité qu'on peut trouver. Puis, ça amène une satisfaction. Tu sais, moi, personnellement, là, j'aime le hashish. Je t'en ai parlé, là, le hashish, pour moi, c'est quelque chose de délicieux. Même s'il est en dessous de 30%, je vais peut-être pas me dire, OK, je le prends pour avoir son attribut maximal en termes de cannabinoïdes, mais je le prends parce que je trouve que c'est un bel ajout à un joint, de rajouter quelques belles petites billes de hashish là-dedans, avoir un délicieux goût crémeux de hashish qui se rajoute à ton joint, je trouve ça délicieux. Fait que tu sais, personnellement, j'aime mieux vivre dans un monde où il y a du hashish à 30% maximum que dans un monde où il n'y en a pas du tout. Mais tant que moi, je vais pouvoir créer mon propre hashish qui va toujours être au-dessus de ce qui se passe à la SQDC, tant qu'ils vont être limités par cette loi-là, mais c'est sûr que je vais toujours avoir une préférence pour mon propre stock. Là. OK, on arrive en fin d'entrevue. Alors, quelle est la prochaine étape pour sa chaîne? Honnêtement, pour moi, mon rêve a comme changé. Je suis passé de quelqu'un qui voulait une très grosse chaîne YouTube, être populaire sur YouTube, avoir quelque chose de gros, à plus, je dirais que je veux vraiment comme... Ça a toujours été mon but ultime, là, mais vivre du cannabis. C'est vraiment, genre, ce que je voudrais dans la vie, c'est me lever le matin, faire du cannabis, puis me coucher le soir. En fait, ça, à travers ça, tout ce qui compte aussi en parallèle, là, mais que mon travail dans la vie, ce soit le cannabis. Pour moi, la chaîne YouTube en ce moment, c'est vraiment un sideline, vraiment à son plus petit que ça pourrait être un sideline, on peut dire d'une certaine façon, mais je voudrais que éventuellement rentrer dans la business. Je sais pas exactement comment la pousse, c'est sûr que ça me parle de la transformation aussi. Je songe des fois à me dire, ok, peut-être que je pourrais aller faire un petit cours à l'université supplémentaire que je pourrais faire qui ferait comme un petit quelque chose que je pourrais rajouter sur mon LinkedIn, en plus de comme Jimbo Jones puis tout ça en tant que tel. Mais j'aimerais ça, rentrer dans la business, trouver des partenaires, puis éventuellement moi aussi, là, vivre du cannabis, mais je dirais que je suis comme un peu une pieuvre qui touche à tout là, dans le monde du cannabis. Fait que à quelque part, je me vois un peu comme quelqu'un qui se dirige vers être un généraliste, à quelque part. C'est sûr que, en tout cas, peu importe dans quoi je vais être, que ce soit les communications, la représentation, comme je fais en ce moment, ou comme plus de mettre la main directement à la pâte, j'aimerais vraiment ça vivre du cannabis, parce que clairement, j'ai comme, sans vouloir comme, me mettre sur un piédestal, j'ai comme quelque chose que beaucoup ont pas. J'ai vraiment une passion vraiment infinie pour ça, je suis obsessif. Puis, j'ai vu dans tous les domaines de ma vie dans laquelle j'ai été, que ce soit les travails, les codes, puis tout, que, il peut y avoir des gens qui sont vraiment talentueux, genre, ils vont toujours partir avec une avance, mais à la fin, c'est toujours les plus passionnés, puis ceux qui sont prêts à mettre le plus d'heures, puis qui ont rien à perdre, qui finissent les plus en avant. Puis, je pense que dans le cannabis, je suis un gars comme ça. Je suis un gars qui pousse, puis qui veut parce qu'il aime ça. Puis, dernièrement, justement, je peux le dire sans exclusivité, mais j'ai fait une visite dans une micro-production, puis j'ai mis la main à la pâte, puis honnêtement, une journée a passé si vite à la ferme. J'ai vraiment trop aimé ça. C'est ça, il y a quelque chose dans le cannabis et moi, la symbiose entre justement le besoin médical, l'amour de l'artisanat et l'appréciation en tant que telle de la culture du cannabis, des gens qui l'entourent. Il y a comme c'est un monde où on est tellement plus tolérant. C'est peut-être que ça vient avec le fait de fumer du cannabis, d'être un peu plus lay-off. De moins laisser ses émotions prendre le dessus. Je trouve que c'est des belles communautés. Puis vraiment, les gens qui entourent ma communauté YouTube et Instagram, c'est juste
vraiment toutes des bonnes personnes, puis j'aime juste vraiment ça, tu sais, à tous les jours, d'aller faire ça. Puis je le sais que peu importe tu sais, dans quel domaine je vais développer, tu sais, ça sera un monde dans lequel je serais heureux parce que j'aurais des gens comme moi autour de moi, tu sais, qui sont aussi des passionnés. Puis j'ai vu ça justement dans ce voyage-là. Oui, on est rendu là. C'est le temps du mot de la fin pour Jimbo. Le but de ma chaîne, tu sais, à la base, ça a toujours été de tuer les stéréotypes, tu sais, envers le cannabis, de dire, écoute, c'est pas que t'es quelqu'un qui fume du cannabis, que t'es une version de Shaggy dans Scooby-Doo, qui veut juste manger des sandwichs puis faire des grosses siestes. Tu sais, quelqu'un peut être très aidé par le cannabis, puis ça peut le rendre meilleur dans notre société, puis ce préjugé, il y a un préjugé vraiment de société qui dit que c'est pas le cas, que quand tu fumes du cannabis, que t'es forcément quelqu'un de un peu diminué. Ça, je veux vraiment comme tuer cet aspect-là. Ça a toujours été ma mission sociale de dire, écoute, tu peux être quelqu'un d'exceptionnel puis un fumeur de cannabis en même temps. Il n'y a rien qui l'empêche. Puis certaines personnes comme moi vivent juste plus à 100% en fumant du cannabis qu'en n'en fumant pas. Fait que c'est sûr que pour nous, le monde dans lequel les gens nous voient comme quelqu'un diminué fait absolument aucun sens parce que tout ce qu'on le fait, on le fait pour justement être plus optimal dans cette société-là, à quelque part. Puis le cannabis, c'est ça, c'est pas pour tout le monde, ça peut aider comme ça peut nuire, certaines personnes. Faut pas le sous-estimer, mais c'est juste que je veux juste comme tuer ce préjugé-là que les gens pourraient avoir envers les fumeurs de cannabis, comme quoi il n'y aurait pas d'ambition ou ils voudraient être plus paresseux ou quoi que ce soit. C'est juste que le cannabis, c'est plus que ça. Il faut que les gens réalisent que ça aide les gens vraiment pour de vrai. Puis je pense qu'au Québec, on n'a pas encore atteint ce niveau de compréhension-là de façon générale. Il y a encore des préjugés. Ils fument du cannabis ou ainsi de suite. Tandis que quand je vois dans le reste du Canada, tranquillement, les mentalités développées d'une compréhension de comme, écoute, il fait de mal à personne, puis il se fait du bien à lui-même. Fait que laisse-le donc être lui-même, à quelque part. Donc, je dirais que c'est ça mon gros message. Puis pour ceux qui s'intéressent à la pousse, sachez que c'est accessible. C'est pas quelque chose qui est impossible. Moi-même, j'ai cru pendant longtemps que c'était quelque chose de vraiment inaccessible. Puis plus on en fait, plus on développe une appréciation pour la pousse. Et une fois qu'on a commencé, on peut juste plus s'arrêter. C'est ça que j'aurais tendance à dire comme mot de la fin. C'est lancez-vous si vous l'avez pas fait. Si vous en avez besoin, si vous pouvez, si c'est légal pour vous de le faire, faites-le. Wow! Je pense avoir découvert une partie du vrai visage de Jimbo Jones. Et c'est grâce à sa générosité, à la qualité de sa réflexion sur le sens d'un engagement bien senti dans le monde de la culture et de la transformation du cannabis. Je le remercie presque infiniment de m'avoir offert cette collaboration très précieuse. Et voilà, c'était le 110e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.